Leçon de géostratégie africaine numéro 63. La micro-industrie, chemin oblige vers la prospérité de l'Afrique. De Jean-Paul Pougala, 7 octobre 2013. L'Afrique est un continent qui importe l'essentiel de sa consommation, dans pratiquement tous les secteurs, ce qui est une véritable aberration. Les industriels africains sont pour la plupart tournés vers une position d'auxiliaire de l'économie européenne, ce qui rend la balance commerciale entre l'Afrique et l'Europe déficitaire depuis des décennies. Le modèle économique de rente qui a été laissé et construit à la fin de l'occupation coloniale, reste en vigueur alors qu'il est complètement au détriment de l'Afrique. Durant 100 ans d'occupation coloniale de l'Afrique par l'Europe, il était interdit aux nationaux africains d'être de vrais protagonistes dans la vie économique du pays. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les intellectuels ont hissé drapeau blanc et ont presque tout choisi de recevoir des ordres plutôt que d'en donner. Ils ont choisi d'être des salariés, exactement comme durant les 100 ans d'occupation coloniale et non des patrons. Lorsqu'on regarde le classement des plus grandes fortunes en Afrique, cela saute aux yeux que ceux qui sont les plus riches, sont inévitablement ceux qui n'ont pas fait de longues études. D'un côté, cela s'explique du fait qu'ils ont été le moins exposés à la manipulation mentale qui se fait aujourd'hui à travers le modèle d'éducation, un modèle complètement tourné vers le dénigrement du continent africain et l'embellissement de tout ce qui peut être apparenté à l'Europe et ce, de la part même des éducateurs africains. Un voyage à Paris ou à Londres pendant les congés est comme un vrai pèlerinage, plutôt qu'un retour au village, considéré comme étant exotique, puisque l'Afrique est souvent à tel point abrutie qu'ils considèrent leur propre pays où ils vivent comme l'étranger, leur vraie patrie de cœur étant bien sûr en Europe. D'un autre côté, cela répond à une tendance mondiale. Selon le magazine américain Forbes dans son classement des 793 milliardaires que comptait le monde en 2010, les 2/3 provenaient des familles plutôt pauvres et surtout, n'avaient pas continué les études au-delà de 14 ans. L'explication réside dans ce que j'écrivais dans la leçon 62, c'est que plus on avance dans les études, et plus on tombe facilement dans le piège de gagner l'argent très vite, sans transpirer et donc, d'être des salariés. Or le salarié est le seul opérateur économique qui, chaque mois, consomme ou détruit pratiquement tout son capital et donc, mois après mois, année après année, il se retrouve dans un perpétuel recommencement, alors que l'entrepreneur est plutôt dans une logique de renoncement, de privation, se contentant de ne consommer que le profit et non le capital. Et c'est ce qui va expliquer que sur la liste des milliardaires dans le monde, on trouvera des gens qui ont quitté l'école à 14 ans, mais pas de médecins, d'avocats ou de notaires dès lors qu'ils sont restés dans des activités qui garantissent un revenu certain, mais qui, revers de la médaille, ne permettent pas des revenus extraordinaires. Nous verrons à la fin de cette leçon quelques exemples de ces milliardaires partis de moins que rien. Mais pourquoi les riches africains, comparés aux riches du monde, sauf quelques exceptions, sont plutôt dans le rang des pauvres? 1. Lorsqu'on analyse de plus près la constitution des fortunes nationales, on se rend compte malheureusement que la part des nationaux est marginale, très souvent liée au commerce, c'est-à-dire à la spéculation et non à l'industrie, à la création effective de richesses. Pendant des années, j'ai installé des usines dans toute l'Afrique. Ce qui m'a le plus marqué pendant presque 15 ans d'activité sur le continent africain était que mes clients étaient surtout des entreprises multinationales ou des étrangers, pour la plupart, européens, iraniens, indiens, libanais, mais rarement africains, que ce soit dans la chimie, l'agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique. Les nationaux africains sont complètement hors jeu, avec souvent quelques exceptions au Nigeria et au Cameroun. J'avais aussi remarqué une autre division de l'Afrique sur les nationalités des propriétaires des usines. Dans les pays d'Afrique francophone, les industries appartenaient à près de 90% aux ressortissants français et belges. Dans l'Afrique lusophone, les industriels étaient à majorité des Portugais et dans l'Afrique anglophone, ce sont les Britanniques qui se taillent la part du lion. Mais un élément m'avait marqué, chaque ex-colon s'accompagne d'une sorte de classe intermédiaire de certaines nationalités, ces ex-colonies hors d'Afrique.
Ainsi, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on aura une forte communauté libanaise parmi les industriels. Au Kenya, en Ouganda ou en Tanzanie, ce sont les Indiens qui vont seconder les Britanniques. En Afrique lusophone, ce sont les Brésiliens qui accompagnaient les industriels portugais. Mais les Africains étaient toujours absents de l'industrie, c'est-à-dire absents de là où le patrimoine se forme sur des bases solides pour parcourir plusieurs générations d'héritiers, pour durer des siècles. Pourquoi cette phobie des Africains pour l'industrie? Il existe à mon avis une manœuvre de manipulation des Africains de la part des Européens qui a beaucoup marché. Et elle consiste en un vrai enfumage élitiste consistant à une véritable mystification du secteur industriel. On a fait croire aux Africains que le secteur industriel était trop compliqué et exigeait tellement de capitaux. Ce qui n'est pas vrai. L'industrie est juste une autre façon de penser et non penser plus. Cette manœuvre s'est accompagnée aussi par des comportements du secteur financier et bancaire pour dissuader les Africains de s'impliquer dans l'industrie. Pour bien le comprendre, il faut se déplacer dans les colonies françaises de la Réunion, Guyane et de la Martinique. Dans ces colonies, la classe intermédiaire des Indiens ou des Libanais sur le continent africain, ici, est représentée par les métis. Oui, vous avez bien compris, les métis. Nous sommes dans l'odieux système de l'apartheid sud-africain qu'officiellement tous manifestent la proximité avec la bataille de Mandela, mais sur les faits, les Noirs sont exclus. Ce qui m'avait le plus choqué dans ces colonies, c'était le fait que des Noirs qui présentaient un bon projet industriel avec les garanties nécessaires à leur banque se voyaient découragés d'y penser et à sa place on leur proposait de l'argent pour financer une voiture tout-terrain 4x4 ou la dernière berline allemande. Des crédits disponibles pour tout, sauf les moyens de production de richesse. Quelle solution? Si les banques, qui toutes appartiennent au système, jouent contre l'entrée des Africains dans le secteur industriel, comment peuvent-ils contourner cet obstacle pour conquérir leur part du gâteau? Il faut commencer par la démystification du secteur industriel et ensuite faire fonctionner le cerveau pour entrer dans ce secteur, même sans capitaux. Et nous allons voir comment. Démystification. Lorsqu'on pose la question aux opérateurs économiques en Afrique de savoir ce qu'est l'industrie, la plupart d'entre eux répondent qu'il s'agit d'une grande usine qui emploie des centaines d'employés et dispose de dizaines de machines, de voitures et qui coûte des millions d'euros, des milliards de francs communauté financière africaine. Ce qui est faux. L'industrie ne se définit pas par rapport à son capital ou à la quantité de son personnel, mais à l'objet de son existence. Le dictionnaire définit l'industrie comme un ensemble d'opérations qui concourent à la production de la richesse par la transformation des matières premières. Tentons de décrypter sur le plan économique cette définition et commençons par la dernière partie, transformation de matières premières. Transformer la matière première peut se faire même sans machine. Ici, il s'agit de présenter sur le marché un produit qui ne soit plus dans sa forme originale, primaire, dans son conditionnement naturel. Sur le plan pratique, si vous récoltez le maïs au champ, vous le cuisinez et le servez à vos clients, nous sommes en face d'une industrie. Parce que vous avez effectué une opération de transformation. À l'origine, ce maïs n'est pas cuit. Le seul fait de le cuire et de le proposer sur un marché qui l'accepte, est ce processus qu'on appelle en économie, la création de la richesse, parce que votre action a ajouté de la valeur au maïs initial. Et cette valeur est reconnue par des clients potentiels prêts à payer quelque chose en plus pour l'acheter et c'est ce quelque chose en plus qu'on appelle la plus-value. À ne pas confondre avec le profit, qui lui est présent partout, même dans le commerce tout court ou dans la pure spéculation financière. Si votre maïs plaît à toujours plus de monde, la marmite et votre cuisine où vous avez démarré ne va plus suffire. Il vous faudra un local plus grand. Au début vous étiez le seul employé, pour cuire et livrer toujours plus de clients et en même temps cuisiner, maintenant, vous seul ne suffisez plus. Il faut recruter de nouveaux collaborateurs. Ensuite vous vous rendez compte qu'il est bête de vous limiter à quelques fournisseurs de maïs qui ne respectent pas leurs engagements alors que vos clients vous attendent.
Vous comprenez donc que vous avez besoin de vos propres plantations de maïs, avec un nouveau personnel pour s'en occuper convenablement et vous livrer selon les délais bien précis correspondant à vos exigences. Ensuite vous voudrez être présent sur le marché toute l'année, c'est-à-dire, pendant 12 mois et non plus juste 2-3 mois. Alors, vous ne vous contentez plus de la pluie pour arroser votre champ, mais vous l'irriguez afin d'avoir 3-4 récoltes par an. Les salaires que vous verserez à tous ces collaborateurs concourent à la création effective de richesses, parce que non seulement vous donnez une plus-value à un produit, mais tous les salaires versés permettront d'acheter des produits, d'envoyer des enfants à l'école, d'hospitaliser des malades, etc. Vous seul, avec votre idée initiale de maïs, aurez réussi à faire bouger et vivre tout un monde. C'est comme ça que naît une industrie et c'est comme ça que les 2/3 des milliardaires du classement de Forbes ont commencé. Pourquoi convertir les petits commerçants en industriels n'est pas une folie? Cette idée m'est venue en étudiant avec attention la biographie des plus grands milliardaires dans le monde. 3 choses m'ont très vite touché. Pauvreté, la grande majorité des milliardaires que le monde compte étaient des pauvres avant. Mais ce qui est intéressant n'est pas de le découvrir, mais plutôt de comprendre pourquoi un pauvre aurait-il plus de chances de devenir milliardaire qu'un nanti. Tout simplement parce qu'ayant connu la misère, il n'est pas dans la compétition inutile de voir qui a le bateau le plus long, le jet privé le plus beau ou le château avec le plus grand nombre de chambres. Ensuite parce que lorsqu'un pauvre refuse la misère, et se bat pour en sortir, l'exercice qu'il est obligé de faire pour sortir du trou et remonter la pente abrupte est comme un entraînement pour un marathon qui, débuté pour lui depuis l'enfance, le place nécessairement en situation d'avantage incontesté, devant d'autres concurrents qui auront démarré leur entraînement, leur marathon, 20 ans plus tard. Et refuser la misère, c'est avant tout refuser la fatalité, c'est refuser de croire que notre bonheur ou notre malheur dépend forcément d'une force invisible hors de notre contrôle. Refuser la fatalité, c'est avoir confiance en soi-même et l'envie d'y arriver, coûte que coûte. L'originalité, c'est en étudiant les éléments qui ont porté chacun de ces milliardaires au succès, à la gloire économique, qu'on se rend vite compte qu'ils ont tous des similitudes, ils ont tous quelque chose en commun qui manque aux Africains pour suivre la même route. Et la première condition pour passer de la pauvreté à cet état, ce n'est pas les heures de travail dédiées pour y parvenir, ce n'est pas l'argent investi, c'est l'originalité de l'idée de départ. En Afrique, on a souvent l'impression que les gens ont peur d'utiliser leur cerveau pour réfléchir, pour inventer de nouvelles solutions. On démarre une affaire non pas parce qu'on sait regarder autour pour comprendre les manquements, les problèmes nécessitant des solutions à inventer. Non, rien de tout ça. On démarre le plus souvent une initiative d'entreprise parce qu'on a vu le voisin faire, parce qu'on a vu au journal télévisé, parce qu'on a lu dans un journal, parce que tout le monde en parle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on ne s'enrichit jamais avec l'idée de Monsieur Tout-le-Monde. Les Africains ont une fâcheuse tendance à se comporter comme des moutons. Lorsqu'en 1985, je choisis d'aller étudier en Italie, c'est surtout parce que je ne voulais pas suivre la vague, tous les étudiants avaient seulement une destination, aller étudier en France. Et puis la mode était les USA, ensuite, l'Italie. Lorsqu'on observait les filières suivies par les étudiants, à 90% ils n'étudiaient que 2 facultés, médecine et pharmacie. Au point où dans les années 90, c'est le docteur Muna, président de l'Ordre des médecins qui avait tiré la sonnette d'alarme, pour supplier les parents de ne plus envoyer leurs enfants étudier en médecine, parce qu'il y avait pléthore de médecins, sans les hôpitaux pour les accueillir tous. Voilà le genre de comportement de suiviste qu'ont les Africains depuis le niveau élevé des intellectuels jusqu'au niveau des entrepreneurs. Alors que pour s'en sortir, il faut savoir faire la différence et non suivre la vague. Patriotisme, il y a quelque chose qui caractérise les plus grands milliardaires du monde, lorsqu'on lit leur biographie, ils aiment tout leur pays. Je sais que quelqu'un dira que lui aussi aimerait son pays s'il devenait milliardaire. La différence est que si vous détestez votre pays, si vous vous réveillez chaque matin convaincu que si vous n'avez pas d'argent, c'est forcément la faute des politiciens, de l'État, des Bassa, Baoulé, Betty, Bamileke, Aoussa, Malinké,
Fang, Bantou, etc. Vous êtes durablement installé dans une logique défaitiste et il ne peut pas y avoir de miracle pour vous sortir de votre trou. Si par contre vous avez réussi à cultiver un sens aigu de l'amour de votre village, de votre pays, vous vous sentirez pousser des ailes pour réaliser des prouesses afin de prouver que votre pays est aussi devant. C'est cette condition qui nous pousse à préférer ceux qui sont déjà acquis à la géostratégie africaine, parce qu'ils sont déjà dans une logique de recherche de la réussite et prêts à attribuer à eux-mêmes les raisons de leur défaite et non au monde entier. L'humilité, il existe des parvenus dont les pieds ne touchent plus le sol à peine ils ont l'impression d'avoir quelque chose de plus que les autres. Dans le monde de l'entreprise, ce qui m'a toujours touché c'est de constater que les riches, les vrais milliardaires pour la plupart, surtout ceux partis de zéro, sont les personnes les plus humbles de la planète. Parce que le fait d'avoir touché le fond est le plus grand enseignement sur la condition humaine qui n'est que vanité. Le plus grand riche d'Espagne Amancio que nous verrons plus bas, continue encore aujourd'hui à aller dîner tous les jours avec ses employés, assis au même banc, mangeant le même repas. Seul son âge permet aujourd'hui de le distinguer, mais il y a 30 ans, personne ne pouvait en entrant, savoir qui était le patron. Sa dernière interview à une télévision remonte à 2001. L'homme est d'une discrétion incroyable. Quelques milliardaires qui peuvent nous inspirer, chiffre, 2010. Un Leonardo Del Vecchio, italien, 76 ans, il est né à Milan le 22 mai 1935, 71e fortune mondiale selon Forbes et 54e selon l'agence Bloomberg avec 6,3 milliards de dollars de revenus annuels et 15,3 milliards de chiffre d'affaires de ses entreprises. Deuxième plus riche d'Italie, derrière Ferrero, Chocolat Quindé, et devant Prada. 5 mois avant sa naissance, son père décède. Il arrive au monde dans une condition de misère déplorable, parce qu'avec la mort du père, la mère doit gérer toute seule 4 enfants. Et sa mère qui n'a même pas assez d'argent pour faire manger suffisamment tous ses enfants est obligée de le placer en orphelinat, en espérant qu'un riche viendrait l'adopter afin qu'il connaisse autre chose que l'atroce misère familiale dans le Milan de la Seconde Guerre mondiale où il manque de tout, surtout de pain. Mais personne ne voudra du petit Del Vecchio. Il restera ainsi à l'orphelinat Martinite de Milan jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est l'âge légal pour travailler. Les sûrs catholiques qui l'ont élevé décident de l'envoyer dans une usine de Milan où il est fait apprenti. L'usine fabrique des pièces de rechange pour l'automobile et la lunetterie. Le jeune garçon, qui préfère de loin le travail à l'usine à l'orphelinat, travaille aussi assidûment que possible. Alors le propriétaire décide de l'envoyer à l'Académie des Beaux-Arts de Brera, au numéro 28 de la rue Brera à Milan pour apprendre à dessiner et graver. À la fin de sa formation, le jeune apprenti rentre à l'usine où son salaire est augmenté. En 1958, Del Vecchio n'a pas beaucoup d'argent, mais ne veut plus être salarié. À Milan la location coûte trop cher. Il décide alors d'aller dans un petit village de Belluno appelé Agrodò où il ouvre son premier atelier, où il dessine, fabrique et vend lui-même ses montures de lunettes. Il n'a pas d'argent pour recruter un employé pour l'aider et donc, il démarre tout seul et réalise seul toutes les étapes. En 1961, c'est la naissance de Luxottica, optique de luxe. Les frais non élevés de location lui permettent d'être tranquille sur le plan des coûts. Del Vecchio sait bien que s'il a l'avantage de payer peu de frais de location, en revanche, il n'a pas beaucoup de clients dans un si petit village. Son coup de génie consiste de transformer ce qui à première vue est un handicap en avantage. Comment ? Il se rend à Milan, à Viamonte Napoleone, les Champs-Élysées de Milan où sont représentés tous les plus grands magasins de luxe. Il veut bien rivaliser avec toutes ces grandes marques, mais il n'a même pas les moyens d'avoir une seule boutique à Milan. Et c'est ici que la formation limitée laisse place au génie. L'école enseigne la confrontation, la guerre. S'il avait fait des études commerciales ou de marketing, il aurait tout simplement appris que sa survie dépend de la mort des concurrents. Mais il n'a pas dans la tête trop de stratégie de marketing. Il décide alors de jouer petit, de se faire tout petit. Il doit répondre à la question, comment être présent à Viamonte Napoleone sans argent.
La réponse est toute trouvée. Il recopie les noms de toutes les marques présentes à cette avenue et va voir ses concurrents qui les possèdent, à qui il présente ses réalisations et leur propose tout simplement de collaborer afin qu'ils reproduisent ses collections pour eux, avec leur marque. C'est cette technique qu'il va utiliser pour se développer petit à petit et au final, aujourd'hui, son entreprise qui a été cotée à la bourse de New York en 1990 avec le code Luxe, produit pour le compte de nombreuses marques prestigieuses comme Bro Brothers, Bulgari, Chanel, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Giorgio Armani, Paul Smith, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Company, Versace etc. Elle est propriétaire d'une dizaine de marques, dont les plus prestigieuses sont Persol, Ray-Ban, Vogue Eyewear. Selon les chiffres au bilan de 2008, Luxottica comptait un total de 6250 boutiques dans 120 pays, se consolidant comme le premier producteur mondial des lunettes, et son propriétaire parti de rien, comme la deuxième fortune d'Italie. Amancio Ortega, espagnol. Amancio est né le 28 mars 1936. Fils d'un cheminot, il est obligé de quitter l'école à 14 ans, parce que son père n'a pas d'argent pour payer ses études. Il va donc travailler dans une boutique de textile comme coursier. Il donne des coups de main pour mettre un bouton, faire un ourlet, coudre une fente. Pendant 13 années, il observera le magasin de luxe et le comportement des riches qui le fréquentent. Il comprend qu'il y a une faille, le magasin n'a pas beaucoup de clients, tout simplement parce que les riches ne sont pas aussi nombreux que la population. En 1966, il épouse Rosalia Meura, qui n'a que 22 ans et a quitté l'école à l'âge de 11 ans pour manque d'argent. Et depuis ses 13 ans, elle est couturière dans une entreprise de sa ville natale, La Corogne. Les deux amoureux vont vivre dans la plus grande misère pendant 7 ans, puisqu'ils n'ont aucun diplôme, ils sont tous les deux classés comme des apprentis. Jusqu'en 1973 lorsqu'ils en ont marre. Ils vont claquer la porte et lancer leur propre affaire. Ils se partagent les tâches. Amancio, qui était coursier dans l'autre société, fera le commerce et Rosalia Meura restera à la maison où elle coudra les vêtements dans un angle de la maison, avec leur propre marque, sur les habits, que Rosalba coud, dénommé Geoa. C'est le nom du mari, mais à l'envers, Amancio Ortega Gaona. 2 ans après, ils ont épargné assez d'argent pour louer leur première boutique et c'est en 1975 que la boutique va prendre le nom de Zara. Le coup de génie du couple c'est de démocratiser les habits de luxe. Et ça marche. Ils vont commencer par les peignoirs avant de s'attaquer à la caisse, les robes pour femmes. Aujourd'hui, Amancio est le plus riche d'Espagne avec une fortune estimée à 31 milliards de dollars, 7e fortune mondiale. L'homme est réputé très discret. Sa fille Martha qui doit bientôt hériter de tout ça a été formée de manière étrange, avec un faux nom, elle a été pendant des années simple vendeuse au comptoir d'une des 2000 boutiques du groupe de son père. Et pendant tout ce temps, devait apprendre à se débrouiller avec son salaire que son supérieur lui versait chaque mois, sans se douter qu'il avait affaire à sa patronne de demain. En 2011, son groupe Inditex qui contrôle déjà 10 magasins à New York, va faire une acquisition qui va faire parler les journaux, 3600 mètres de boutique au cœur de Manhattan pour 324 millions de dollars. Rosalia Meura, qui était classée comme 3e fortune d'Espagne est considérée par Forbes, comme la self-made woman la plus riche du monde avec 4,5 milliards de dollars, 195e fortune du monde, nous a quitté le 15 août 2013 à l'âge de 69 ans, suite à un arrêt cardiaque dû à une attaque cérébrale, jeudi 15 août 2013 vers 20h30 à l'hôpital San Rafael de la Corogne. 3. Opéra Guy Winfrey. Opéra naît le 29 janvier 1954 dans le quartier le plus pauvre de Kosciuszko dans l'État du Mississippi aux États-Unis, d'une grossesse non désirée entre deux adolescents qui étaient à leur toute première expérience sexuelle. Elle est immédiatement abandonnée auprès de sa grand-mère par sa mère encore adolescente, qui prend aussitôt le chemin de l'exil vers le nord des États-Unis, vers Chicago où pour permettre de nourrir sa fille devient domestique de maison. La grand-mère, très religieuse, lui donne le nom de Orpa, tiré tout droit de l'ancienne Bible hébraïque, le livre de Ruth.
Mais c'est la sage-femme qui va inverser la place du « R » pour en faire opéra. Mais pourquoi la grand-mère voulait ce nom des plus inconnus? Le livre de Ruth nous raconte ceci: pour fuir la famine, le couple Elimelech et Naomi ont quitté leur pays, la Judée, pour s'installer à Moab où ils ont 2 fils, Malchon et Chiljon. Ils ont 2 épouses, Ruth et Orpa. Les 2 frères meurent ensemble. Naomi demande alors aux 2 belles-filles de rentrer ensemble en Judée. Orpa refuse et devient une sorte de tête brûlée, alors que Ruth accepte et elle y rencontrera un homme dénommé Boz qu'elle épouse avec la bénédiction de Naomi. C'est pour cela qu'il va rafler tout l'héritage d'Elimelech, puisque la femme n'hérite pas. Avec Ruth, ils auront un enfant Obed, ce dernier enfantera Jessé et ce dernier sera le père du roi David, le grand patriarche du peuple d'Israël. Et d'Orpa la rebelle, devenue vagabonde, plus aucune nouvelle. C'est peut-être le destin que la grand-mère voyait pour la petite Opéra. Mais les choses vont aller tout différemment. Et comment? Opéra reste pendant ses 6 premières années chez sa grand-mère, qui, vivant dans une misère extrême, n'a même pas l'argent pour lui acheter des vêtements. Alors, elle a une idée: prendre les vieux sacs de pommes de terre pour coudre les robes de la petite Opéra. Mauvais choix. Cette prouesse artistique de la grand-mère va transformer sa petite fille en objet de risée de tout le quartier. Humiliée à cause de sa misère et sans amis, elle va se refermer sur elle-même avec sa poupée à qui elle parle toute la journée. La poupée ne pouvant répondre, elle parle pour elle et parle pour la poupée. Et cet exercice de locution et d'articulation de la voix dès l'âge de 3 ans sera le vrai joker d'Opéra, qui, après avoir travaillé dans les épiceries pour payer ses études, va plutôt se tourner vers la radio où elle parle comme une pro, jusqu'à son premier programme de télévision nationale. Opéra a une émission moribonde l'après-midi où l'audience dégringole depuis et elle va doubler son score en peu de temps. Très vite, elle va refuser le contrat qui le liait à son premier producteur, pour être sa propre patronne et produire elle-même ses émissions. C'est ce qui fera d'elle la toute première self-made woman la plus riche du monde selon le magazine Forbes, avec une fortune évaluée à 2,7 milliards de dollars en 2011. Avant d'en arriver là, elle a vraiment vu de cru et de cuit dans sa vie. Sans père, qu'elle ne connaît pas, ni mère, à la recherche de sa propre survie, Opéra habite chez un oncle où elle est violée dès l'âge de 9 ans par 3 hommes, son cousin, son oncle et un ami de la famille. À 13 ans, elle est enceinte. Elle va accoucher d'un garçon à l'âge de 14 ans. Cet enfant va mourir peu de temps après. À 18 ans, elle tombe amoureuse de son camarade du lycée Anthony Otey. Les 2 ont prévu de se marier. Et le jour de la Saint-Valentin, c'est Opéra qui a préparé la surprise pour lui. Elle lui explique que pour elle, l'amour est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre, parce qu'il faut qu'elle lutte pour survivre. Et que pour cela, elle ne trouvait aucun espace à l'amour. Mais comme le raconte ce dernier avec ses propres mots, elle m'a dit qu'elle allait me quitter parce qu'elle n'avait pas de temps pour une relation amoureuse. Nous nous sommes assis là et avons pleuré. Elle a brisé mon cœur. Comme Del Vecchio et Armancio, Opéra a apporté l'originalité à son spectacle. Alors que les télévisions n'invitaient que des gens célèbres, Opéra a commencé à inviter les gens normaux, les parfaits inconnus venant des coins les plus reculés des USA. Et les spectateurs se sont vite identifiés à ces personnages. D'où le succès de son show qui est arrivé à un record de 100 millions de téléspectateurs pour une émission aux USA. Quelle leçon pour l'Afrique! En Afrique, on est fier d'afficher qu'on est docteur, professeur, médecin, avocat, notaire, etc. Lorsque je signe mes textes, ex-vendeur d'arachides, ex-pousseur, ex-docker, ex-photographe ambulant, etc., il y a des gens qui sont mal avec accent grave et l'aise. Mais mon vrai message est celui des 3 personnages que je viens de citer, et c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui pousseur qu'on va le rester, ce n'est pas parce qu'on est banskineur aujourd'hui qu'on va le rester. Au contraire, ceux qui ont souffert, pour peu qu'ils ont pris conscience de la laideur, de la souffrance et de la misère, sont mieux portés à réussir que les autres. Parce que la route vers la réussite est comme une revanche contre les adversités passées de la vie.
On est obligé de réussir parce qu'on a trop de comptes à régler avec tous ceux qui nous ont fermé la porte un jour, tous ceux qui nous ont piétinés, tous ceux qui nous ont craché dessus. La réussite s'impose pour nous donner la joie d'envoyer balader tous ceux qui ont dit un jour que nous étions des nuls, des bâtards, des orphelins et comme on me l'a dit un jour, des cafards. Les Africains ont la fâcheuse habitude de croire et de faire croire qu'ils sont les seuls au monde qui souffrent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le monde entier les gens souffrent, il y a des drames humains, liés à la mort d'un proche, mais aussi à des événements qui mettent à rude épreuve la solidité des couples, des familles. Mais devant tout cela, il y a ceux qui abdiquent et ceux qui refusent la fatalité. La question la plus importante à se poser aurait dû être pour les pays africains, lorsque je vais mendier à des Européens ou Américains, comment me trouve-t-il? Ridicule? Oui, vous l'avez bien lu, à leurs yeux, nous sommes ridicules. Parce que lorsque devant la misère, nous déléguons nos charges à une autre personne et sans vergogne, aux yeux de cette personne, nous ne mériterons jamais de respect, parce que nous sommes minables par de tels comportements. Surtout qu'habituellement, ce sont les pays qui ont leurs propres pauvres et qui ne savent pas comment venir à bout de la misère domestique qui ont ce genre de comportement. Ou alors, ce sont des pays surendettés et qui ne savent pas comment faire pour rembourser leurs dettes et ne plus en avoir. Il y a quelques années, dans le cadre d'une relation professionnelle avec une ambassade à Yaoundé, au Cameroun, mon interlocuteur m'avait montré une pile de dossiers faits de demandes d'aide financière provenant des partis politiques camerounais. J'avais été très choquée parce que lorsqu'un parti politique écrit à une ambassade étrangère pour demander de l'argent, c'est que ce parti est en train d'offrir ses services de vendre le pays s'il a le pouvoir. Au-delà de cette indignation dont les moins avertis ne peuvent pas comprendre la gravité, il reste un fait, les Africains pour la plupart ont accepté la misère, la soumission. La preuve est le fait que même l'école forme plus les jeunes Africains à recevoir les ordres qu'à en donner. C'est ce qui va expliquer que décrocher comme on dit, un emploi bien payé mérite souvent une célébration par tout un village. Mais si vous posez la question de savoir, que signifie, bien payé? Vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et nous n'avons pas encore touché le fond du puits. Il y a des intellectuels africains qui croient que les ambassades des pays européens ou nord-américains en Afrique sont au-dessus de leur président de la République. C'est le sommet de la stupidité humaine. Certains vont jusqu'à contester ou protester auprès des ambassades occidentales en Afrique les attributions des marchés publics par les autorités de leur propre pays. C'est en tout cas ce que j'ai découvert en tombant sur une correspondance, datée du 16 mars 1998 et signée de la main du premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Yaoundé, Liam J. Humphrey répondant à un Camerounais en ces termes. L'ambassadeur Twining m'a chargé de répondre à la lettre que vous lui avez adressée le 3 février 1998 et dans laquelle vous lui avez fait part de vos difficultés à faire adopter vos projets par le gouvernement camerounais. Je vous remercie de votre lettre et de la confiance que vous placez en notre ambassade. Je vous informe avec regret qu'en tant que mission diplomatique, l'ambassade des États-Unis n'intervient pas dans le processus d'attribution des marchés au Cameroun. Cette lettre d'un intellectuel camerounais à une ambassade étrangère dans son pays est la preuve même que non seulement nous n'avons pas pris le temps de bien apprendre les règles du jeu, mais pire, nous ne savons même pas à quel jeu on nous a invités à jouer depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui, en passant par la colonisation. La formation d'une semaine que nous nous proposons de dispenser à partir du mois de janvier 2014 sert à ouvrir les yeux de nos jeunes face au jeu dans tous ses contours avant même de toucher ces règles qui sont bien évidemment truquées et comment faire pour tirer avec son épingle du jeu. Nous n'aurons pas de milliardaires sortis de nos rangs, mais nous voulons tout au moins viser les hautes cimes pour ensuite atteindre au moins les petits sommets. Le Cameroun, à l'image d'une bonne partie de l'Afrique, est en train de devenir un émirat pétrolier très riche. Si rien n'est fait dès aujourd'hui pour former nos jeunes à la création de la richesse, pour leur permettre d'accompagner convenablement les bouleversements économiques qui arrivent, nous risquons de nous retrouver dans des situations paradoxalement déplorables qu'on a vues ailleurs comme au Qatar, à Bahreïn ou en Arabie Saoudite où le flux énorme d'argent du pétrole n'a fait profiter qu'à une poignée d'individus, tous appartenant à la famille royale, les seuls qui ont été formés à maîtriser
certains rouages de l'économie moderne en présence de tant d'argent, alors que le peuple continue de compatir dans la misère. Conclusion. Formation en géostratégie africaine d'une semaine sur le Temé, inventer les industries africaines de demain. À partir du mois de janvier 2014, nous démarrons une série de formations réservées aux membres des différents clubs de géostratégie africaine, éparpillés sur le territoire camerounais. Le défi est de transformer des vendeurs à la sauvette, des moto-taximens en industriels, en décortiquant et rendant accessible à cette couche de population, la culture industrielle. Nous avons ciblé des secteurs qui ne nécessitent pas d'un grand capital de départ, pour lesquels nous avons collecté des secrets de fabrication, des brevets, mis au clair les enjeux internationaux, les pièges à éviter, etc. Nous parlerons des projets industriels viables au Cameroun à démarrer avec 1 million de francs communauté financière africaine de capital, 5 millions et 10 millions. À première vue, ce défi peut sembler fou ou inutile. Mais il ne l'est pas, et pour les motifs que nous verrons en cours. Nous débuterons avec une semaine de cours à Douala et suivie par une autre semaine à Yaoundé. Cette première édition sera réservée à tous ceux qui ont déjà des notions élémentaires de géostratégie, inscrits dans l'un des nombreux clubs des deux villes, ou ceux qui ont déjà assisté à l'une de mes nombreuses conférences en terre camerounaise. Vous n'avez besoin de rien faire? Nous avons tous vos noms, c'est nous qui vous contacterons. Mais si vous n'avez pas été contacté avant la fin du mois d'octobre, merci de nous le signaler en précisant la date de votre inscription à l'un de nos clubs, ce qui vous donne le droit de participer à cette première édition. Ce choix est dicté par la nécessité de former ceux qui ont déjà débuté un parcours initiatique dans le patriotisme africain qu'est cette géostratégie africaine. Tous les cours étant orientés vers la préparation de l'individu qui devient un leader économique pour être mieux à même de participer à la construction de la fierté du pays basée sur la prospérité de demain. Pour les autres, si vous résidez au Cameroun, vous pouvez nous envoyer votre préinscription par email en nous précisant vos noms et prénoms, profession, âge, propre profession actuelle à info@jostra.com. Nous accorderons une priorité aux travailleurs indépendants comme vendeurs à la sauvette, commerçants, banskinneurs, agriculteurettes. Les frais de participation vous seront communiqués ultérieurement. Douala le 7 octobre 2013. Jean-Paul Pougala. 10,